parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Vous nous regardez également sur Espace TV. Merci à vous, à l'international. Sola Média diffuse cette émission sur les réseaux sociaux, sur Twitter, entre autres, sur Facebook, mesdames et messieurs. Ceci dit, plusieurs moyens s'offrent à vous, évidemment, pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG, le numéro de téléphone qu'il faut mémoriser, le 00224 657 39 13 13. Amadou Sow à la réalisation. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, le cadre permanent de dialogue, on en parle encore ce matin, se met progressivement en place. Les acteurs sociaux et politiques ont appris, comme tout le monde le week-end dernier, évidemment, il le dit ce matin, Jacques Léval, la nomination d'un secrétaire permanent. Les consultations n'ont pas encore démarré, mais les attentes sont nombreuses. Il s'agit entre autres de la décrispation des climats politiques marqués par la détention d'un nombre important d'opposants et d'absence évidemment de discussion autour du processus électoral de 2018, jusqu'ici non achevé. Et sur le plan social, le gouvernement a annoncé donc des difficultés majeures pour l'ensemble de la population, augmentation globale du prix des produits pétroliers entre autres. Et que dirais-je encore, mesdames et messieurs, tas de questions à poser ce matin à notre invité qui n'est autre que M. Sia Kabari. Il est le président du MPDG. Il sera avec nous évidemment dans le grand oral, dans cette émission Les GG sur Radio Espace avec l'équipe du jour. Merci de nous rejoindre. Bonjour Jacques Lévalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mon cher Diba, bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Bonjour Mafoudi Abangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue mon cher Antoine, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, on s'intéresse à l'actualité, on parle Figgy Foot encore ce matin, épisode 43 finalement. Qu'est-ce qui se passe-t-il à la Figgy? Alors hier, c'était au tour de la commission électorale dirigée par Koïta de répliquer à la demande de démission collective ou individuelle des membres des deux commissions, bien sûr brandie par le président de la commission d'éthique Amadou Tam Kamara, et le président de la commission électorale hier a tenté de répliquer à travers lui aussi une correspondance. On déduit carrément que la crise est en train de prendre une nouvelle épaisseur, une nouvelle dimension, une nouvelle proportion même s'il faut le dire, parce que carrément on se livre à une bataille tranchée entre deux commissions par médias interposées par le truchement des déclarations, contre-déclarations, des répliques et des attaques et contre-attaques. La commission électorale, à travers cette déclaration, on comprend aisément, a réduit la personne d'Amadou Tam Kamara à sa plus petite dimension, à sa plus petite personne, avec des mots assez durs, des propos assez crus, à la limite discourtois lorsqu'on parle de bassesse. En plus, ça révèle également les nombreux manquements dont s'est rendu coupable la commission d'éthique depuis le feuilleton Siligate jusqu'à la suspension de ce processus électoral qui était en cours, dont le congrès était prévu pour le 18 mai prochain, même si la date du 18 mai n'était pas reconnue officiellement par la FIFA et par le TAS, parce que les instances fêtières ne reconnaissaient que la date du 14. Et c'était donc une réplique assez virulente. On comprend aisément que les deux commissions ne sifflent plus dans la même trompette. C'est une cohabitation. Le mal est profond, il faut le rappeler, c'est très important. Le mal est profond. L'atmosphère est terriblement polluée au sein même de la Fédération guinéenne de football. On se demande bien quel va être le scénario, l'issue de ce feuilleton Figgy Foot, qui est encore très loin de livrer tous ces secrets-là. Voilà, qui n'a que trop duré. Mon cher Antoine, tu nous as informé tardivement hier soir, évidemment. En lisant, je vais dire, cette note, on se dit, mais c'est juste incroyable. Parce que quand on... avec des injures, moi, c'est ce qui m'a vraiment... choqué. Voilà, c'est ça. Employé. Quand on parle de bassesse professionnelle, parlant de Tam Kamara, et quand on dit qu'il confond son métier de journaliste à sa fonction de président de commission d'éthique, et cela donne à réfléchir sur ce qui ne va pas au sein du football guinéen. Parce qu'aujourd'hui, la réplique de Koïta, on s'est dit qu'elle a été très dure. C'est vrai, Amadou Tam lui demande de démissionner ainsi que la commission de recours. Il lui dit clairement il n'est pas du ressort d'Amadou Tam de demander la démission de la commission électorale parce qu'elle a été mise en place à l'issue d'une assemblée générale élective.
Donc, c'est sur l'Assemblée générale de demander ou de voter pour que la commission électorale quitte ses fonctions. Il ne revient pas à la commission d'éthique de le demander. Et dans mes échanges avec Koïta, il est ressorti que Tam, par moment, lorsqu'il emploie le terme de... quand il dit qu'il confond son métier de journaliste à celui de président de la commission coordinateur de Guinée News, c'est que très souvent, des informations jugées confidentielles sont publiées sur le site Guinée News. Ce que ne comprend pas la commission électorale, qui se dit que lorsqu'il prend des décisions à l'interne, il est surpris de les voir sur la place publique. Il se demande... C'est la conséquence de voir un journaliste à la tête d'une commission d'éthique. Ça ne s'explique pas ça, je suis désolé. Voilà. Ça peut s'expliquer. S'il y a un article, s'il y a une loi qui interdit... Après tout, c'est un journaliste. Non, attendez. S'il y a un article qui interdit que les décisions internes ou des informations jugées confidentielles ne sont pas sur la place publique, il n'est pas normal que ça sorte. Lorsque c'est retrouvé sur le site d'information du premier responsable de la commission d'éthique, il est important de s'interroger sur l'ambiance qui prévaut au sein des différentes commissions. Parce que l'autre chose qui est révélée par la commission électorale, c'est le fait qu'à l'interne de la commission d'Amadou Tam, il n'y a pas d'entente. Amadou Tam est récusé par ses pairs. À l'interne, aujourd'hui... Pourquoi il parle pas? Non, mais moi je déteste en fait, si tu veux, cette façon de faire, parce que j'ai vu hier sur le site de Marouane, révélateur décembre24.com, comme quoi il y a un membre qui a fait des révélations à dire que la décision de Tam était unilatérale, c'était pas collégial et tout. Moi je trouve ça lâche. Excuse-moi du terme, hein, mon cher Antoine, parce que tu peux pas te cacher quand même derrière à se dire non, mais nous on n'a pas été associés, mais montre-toi. Il y a un malaise. Mais voilà, il y a trop de rats dans ce milieu-là. Pour lancer quelque chose, j'ai suivi ces membres de la commission d'éthique sur la radio Espace dans l'émission Foot Express où ils ont clairement indiqué qu'ils n'avaient plus confiance en Tam. Ah bon? Tam aujourd'hui. Oui, Karma. Tam l'a dit. Karma. Des membres de la commission d'éthique. C'est le rapporteur qui, après sa sortie, a été suspendu par le président Amadou Tam Camara parce que selon les dispositions du code d'éthique, cette commission d'éthique devrait être, dans l'esprit de ces dispositions, devait être composée de 7 personnes. Sauf que dans les faits, elle est composée de 8 personnes, ce qui constitue en soi une entorse à l'éthique. Donc, Tam estime être le garant. En plus, au sein de cette commission, il n'y a que 2 voix dissonantes depuis que le processus a commencé. C'est Amadou Tam ou c'est le consultant Thierno Seydou Diakité. Les autres semblent carrément, disons, ramer à contre-courant de toutes les décisions du président Amadou Tam Camara. Bizarre. Ce qui se présente, c'est ce qui se dit autour de cette histoire, c'est que Tam, on a l'impression qu'il prend des décisions tout seul, sans consulter les autres membres de sa commission, ce qui paraît comme un travail de manière solitaire du président, qui ne consulte pas les autres membres. Aujourd'hui, quand j'ai lu la lettre de Koïta, surtout vers la fin, quand il dit que Amadou Tam n'est pas qualifié pour être président de la commission d'éthique, parce qu'apparemment la FIFA aurait demandé le CV de Tam Camara pour savoir si véritablement il est juriste de formation, parce que pour occuper la fonction qu'il occupe, il faut que vous soyez juriste qualifié. Et donc, Tam n'aurait pas envoyé ce CV demandé par la FIFA, ce qui serait sur la table aujourd'hui. Donc, ce serait important que cette histoire soit véritablement réglée afin qu'on sorte de ces méli-mélos qui n'en finissent pas. À mon avis, la solution véritable, c'est la commission de normalisation, soit avec quoi il faut aller. Et à ce niveau également, il y a des soupçons qui plantent sur Tam. On le soupçonne de vouloir briguer la tête, la présidence de cette commission de normalisation qu'il a occupée précédemment. Bien. Mafoudia, ça vous inspire quoi tout ça? Je vois la désolation, évidemment. Alors, je pense qu'on est loin de connaître l'épilogue de cette histoire. Ça fait quand même un bon moment, on est là-dessus. Épisode 43 aujourd'hui. Et après, ce qui est quand même dérangeant, c'est qu'à chaque fois qu'on en parle, on s'en sort avec de nouvelles têtes qui n'étaient pas ce qu'ils paraissent être. Comme le cas de Tam ce matin, c'est un peu... Bon, c'est Paul Tunkara qui s'y connaît très bien, qui revient ici sur les propos des gens qui sont autour de lui, qui ont témoigné. Finalement, on dit quelle structure, même quand on parle de football, qui répondent réellement aux normes. Et c'est vrai que cette lettre de Koïta, je pense qu'il aurait eu une autre approche pour un même résultat. Il n'avait pas besoin d'être si dur que ça, d'aller avec des mots comme ça. Comme on le dit, ceux qui se conçoivent bien s'annoncent clairement. Il n'avait pas besoin d'aller avec des grossièretés. Il pouvait le faire aussi simplement que possible. L'essentiel, c'est d'aller sur des faits. Et évidemment, c'est pas fait. Là, on se retrouve, je pense que
dans le milieu, on est en train de se flinguer. Chacun est en train de voir, de tirer le drap sur lui, de voir comment il va s'en sortir. Il a tiré la sonnette d'alarme au début même. Épisode 1, je parle de Ahmed Kourouma qui disait qu'il aime le sang. Et c'est ce qui est en train de se passer là. Alors là, oui, ils sont vraiment en train de se flinguer de part. On a commencé avec Antonio Soare qui aujourd'hui est parti, il est tranquillement dans son coin. Et parallèlement, il y a d'autres. Je pense que dans 2 semaines, dans 3 semaines, on aura d'autres noms. Mais après, en gros, c'est, comme je le disais hier, c'est le football guinéen qui perd. On se rend compte avec cette crise que les acteurs qui étaient dedans avaient autre objectif que d'aller vers, je sais pas, la mise en place d'une politique pour un meilleur lendemain pour le football guinéen. C'est assez compliqué. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Moi, c'est même difficile de se prononcer quand on ne sait pas encore dès demain ce qu'on dira sur l'un ou l'autre. En tout cas, ça va barder. Là, ça va barder, évidemment. Et Ahmed Kourouma nous a rejoint. Ahmed, bonjour. Bonjour. Non, mais merci. Je déteste que tu aies raison aussitôt. Je sais, mais merci. J'avais annoncé qu'il y allait avoir des larmes, du sang, et que j'aimais ça. Et on est dedans. Et là, ça, tu sais, quand tu réveilles, en fait, j'aime quand on met le sang à la bouche. Oh là là. Voilà. Eh ben voilà, et là, c'est en train de se passer. Et je l'ai annoncé. Mais je vais même vous annoncer autre chose. C'est-à-dire que les Guinéens ont l'impression qu'on peut exporter leur médiocrité à l'extérieur. Les Guinéens, mais pas tout le monde dans le même sac, s'il te plaît. Non, la fédération de football. Bien. Je rectifie. Tu as raison. La fédération de football. Il y a une telle médiocrité. Tu parlais d'épisodes. C'est une série B qui vaut même pas la peine d'être mis en prime time sur une chaîne qui fait deux auditeurs. Bref. C'est une bande de médiocres. Il faut les dégager. Il faut les éliminer. J'ai lu moi j'aime bien Tam, je l'aime bien. Mais la question première qu'on devrait se poser, y a-t-il compatibilité entre le fait d'être journaliste, coordinateur de Guinée News, un site sérieux, un site extrêmement sérieux. Il a un site. Moi je lis Guinée News tous les matins quand je viens ici. Avant de venir ici, je lis Guinée News, je lis Vision Guinée, etc. Mais y a-t-il compatibilité? Ça s'appelle le conflit d'intérêts. Premièrement, il y a un conflit d'intérêts. Il faut qu'on cesse avec ça en Guinée. Deuxièmement, moi j'ai écouté Amadou Diaby hier, mais je buvais du petit lait. Le garçon a été poignardé dans le dos. On l'a lynché sur la place publique. On a atteint son honneur, alors que ceux qui ont atteint son honneur n'en ont pas justement d'honneur. Et c'est ça qui avait de terrible. J'avais mal. Attention. Non, mais je le dis. Il est blanc. À partir du moment, à partir du moment où il a été blanchi, non, Diba. Ça, tu peux pas dire ça. Bien. À partir du moment. Tu auras la parole dans un instant. Non, mais je sais pourquoi il dit ça. Comment ça? Mais arrêtez. Mais il faut pas faire à la Guinéenne. Qu'est-ce que tu racontes, toi? À partir du moment. C'est tes opinions. À partir du moment où il a été blanchi par une instance internationale dont on peut tout dire, sauf qu'elle est corrompue, je considère que Amadou Diaby a été lavé de tout soupçon. Point final. Ensuite, je finis. Attends, je vais juste finir. Je vais finir. Moi, j'en ai marre de voir tous les matins, tous les jours que Dieu fait, la fédération de football saccagée, piétinée par des incompétents. Il faut qu'on les dégage, je l'ai redit ici, que le football revienne aux footballeurs, parce que d'abord, c'est eux qui ont été sur le terrain, c'est eux qui ont porté haut les couleurs de ce pays, et le mérite leur en revient. Tout le reste, là, ce sont des picassiettes qui sont là uniquement par intérêt personnel, et qui sont là pour se filer et refiler des marchés, parce qu'ils savent que s'ils dégagent leur médiocrité, ils n'auront plus de travail. Voilà la vraie raison. Bien. Ahmed Kourouma, évidemment, c'est son opinion. Et on respecte. Les grandes gueules. C'est une tempête dans un verre d'eau. Oula. J'aimerais juste dire une chose, c'est que chacun d'eux, je pense qu'il faut avoir une attitude médiane. Chacun doit un bout de boue sur son tissu. Évidemment. Je le disais hier, chacun a un cadavre dans son placard. Dans son placard. Ne pensez pas parce qu'il a été blanchi. Amadou Diaby n'a pas sa responsabilité dans ce. On ne parle pas d'Amadou Diaby, on parle. C'est cette lettre. Voilà, parce qu'il le disait tout à l'heure. Voilà, on se souvient de l'affaire Mamadi Touré de Nantes. On en a parlé ici l'année dernière. Alors, pour revenir un peu à cette guerre entre la commission d'éthique et la commission électorale, alors Vas-y, allez-y, Diba. Pour parler de cette guerre entre la commission d'éthique et la commission électorale, moi je pense que d'abord il y a un conflit interne au niveau de la commission d'éthique. Aujourd'hui, les membres ne regardent pas dans la même direction. Et à ce niveau, il faut faire un travail de fond au niveau de la commission d'éthique qui a toute crédibilité sur la scène sportive. Maintenant, moi j'ai un problème. La FIFA, le 17 mai,
avait envoyé un courrier. Courrier dans lequel ils ont énuméré les problèmes. Oui. Ils ont dit d'abord, premièrement, la question de la candidature d'Antonio se pose avec acuité. Il fallait d'abord traiter ce dossier avec unanimité. Parce que la commission électorale a validé la candidature. La commission de recours, avant qu'elle ne valide, Antonio a décidé de démissionner avec la pression. Avant la validation. Maintenant, la candidature d'Aboubacar Touré a été validée par la commission électorale et la commission de recours a invalidé la candidature d'Aboubatry. Donc, il y avait un problème à ce niveau. Et après Aboubatry, l'AS Kaloum a saisi la FIFA pour attirer l'attention sur la candidature de KPC. Pour dire, bon, il y a eu un problème de violation de certains articles au code d'éthique. Est-ce qu'il était éligible? Et plus loin, sur la même question, la commission de recours est allée encore plus loin. Donc, face à cela, Gianni Infantino a envoyé un courrier pour dire en Guinée, il y a des problèmes. En attendant, il faut arrêter l'élection, éponger ces problèmes-là sur la candidature de Aboubatry, parce que vous avez demandé à ce qu'ils n'avaient pas les compétences. Parce que l'AS Kaloum est condamné par la FIFA par rapport au recrutement de certains joueurs dont les salaires n'étaient pas payés. Donc, il y a eu une violation des engagements contractuels. Donc, il fallait résoudre cette question. Donc, l'un dans l'autre, la FIFA a été claire. Il faut arrêter les élections et ensuite éponger tous ces problèmes et fixer une nouvelle date. Donc moi, à partir de cet instant, je pense que le problème ne pouvait pas se poser. La commission d'éthique, à mon avis, cette sortie vient jeter de l'huile sur le feu. Ce qu'il disait, Ahmed, guerre d'intérêt, est-ce que tu es d'accord en tout cas? Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec cette guerre d'intérêt. C'est ce qui mine la fédération. Parce que depuis 2015, avec ce premier comité de normalisation qui a été mis en place, sous Super V, ensuite Anthony est venu, c'était un conflit d'intérêt. Et bon, supposé détournement de l'argent de la FIFA. Et après 2017 jusqu'à maintenant, et là aussi ce sont les guéguerres internes qui sont en train de plomber le football guinéen. Moi, ce que je veux tout simplement dire, la FIFA a tranché, le courrier de la FIFA est clair. Il faut arrêter le processus, trouver une solution à ces problèmes qui sont cités plus haut et ensuite fixer une nouvelle date. À partir du moment où la FIFA ne révoque pas la commission électorale, elle ne demande pas qu'il faut révoquer, elle ne demande pas qu'il faut révoquer la commission de recours. Je pense qu'il faut accorder. J'ai le courrier ici à mettre, vous pouvez le lire après la pause. Mais je l'ai lu. Je pense que la FIFA fait des démarches. C'est moi qui ai décrypté le courrier ici. Pour finir rapidement, ce que moi je souhaite, aujourd'hui, il y a un blocage. Ce sont les Guinéens qui sont en train de payer les frais. Ces enfants qui tapent dans le ballon, le football, c'est leur espoir. Aujourd'hui, il y a eu un investissement lourd au niveau du centre technique de Nongo, à Kindia et à Zirikori. Nous avons 200 enfants qui sont dans ces académies, de 11 ans, de 15 ans et de 16 ans. Ces enfants ont besoin d'un climat d'entente pour ne pas que cet investissement soit ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous opposez deux choses qui n'ont rien à voir. Travailler à l'interne pour trouver rapidement. C'est son opinion, s'il te plaît. Non, juste 2 secondes. Vous aurez vos 2 secondes. S'il te plaît. Juste après moi. Voilà. Allez-y. Oui, je voudrais quand même apporter 2 précisions importantes. D'abord, sur le cas Boubatry, effectivement, sa candidature avait été validé par la commission électorale, invalidé par la commission électorale de recours, puis validé par la commission électorale. C'est pourquoi la FIFA a dit attention, on ne comprend pas. Il y a une commission de recours qui a invalidé une candidature. On ne sait sur quelle base la commission électorale, en reprenant le travail de ce dossier, peut encore valider. Alors que Boubatry avait déjà saisi la FIFA et la FIFA n'avait pas tranché. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est par rapport, bien entendu, à cette commission électorale elle-même, son travail de départ entre elle et puis la commission d'éthique. Parce que la commission d'éthique et la commission électorale avaient pris au début la même position par rapport à la candidature d'Antonio Souaré. Mais lorsque le courrier de la FIFA va venir, la commission d'éthique va, n'est-ce pas, se retirer pour laisser, n'est-ce pas, la commission électorale faire son boulot. Et finalement, c'est son boulot qui a donné toutes les réactions qu'il y a eu derrière. Voilà. Ce que j'ai envie, par contre... Oui, mais c'est justement par rapport à la lettre de Koïta, je reviens là. Allez-y, on va aller très vite. Parce qu'on dit que la commission d'éthique a des problèmes internes. Je n'ai pas connaissance de tout ça, mais ce qui est sûr, moi, il m'a été donné de constater, pour le cas de Amadou Diaby, à l'époque, on nous avait fait comprendre que la commission d'éthique avait un pouvoir fort au point de pouvoir révoquer même un membre statutaire élu par le bureau exécutif. Parce que c'est la commission d'éthique qui avait destitué Amadou Diaby à l'époque. Et lorsque ça a été dénoncé, ceux qui connaissent bien le football... Il l'a rappelé d'ailleurs dans le courrier. Avait dit à l'époque que oui, la commission d'éthique avait même le pouvoir de destituer Antonio Souaré. Alors, une commission d'éthique qui a le pouvoir de destituer un membre statutaire élu,
n'a-t-il pas des compétences en ce moment de jeter un regard sur le fonctionnement d'une commission électorale qui est encore élue par les membres statutaires? Je me pose une question, et ça c'est une question tout simplement. Je crois qu'on a donné des pouvoirs à une commission d'éthique et aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce que finalement, nous n'avons pas, on ne s'est pas vidé de nos responsabilités? Allez-y, pour clore, s'il te plaît. Alors, pour clore, dans cette, disons, lettre-réponse du président de la commission électorale à l'endroit donc de Amadou Tam Camara, il ressort clairement que la commission d'éthique, s'il y avait des suspicions autour, c'est désormais à la place publique. C'est-à-dire que le 14 avril, la commission électorale le rappelle, la FIFA avait alerté la FEGIFOOT sur l'éligibilité de la candidature de M. Antonio Soiré. C'est-à-dire sur la base de l'article ravageur, qui est l'article 33 alinéa 4, qui stipule clairement que quand vous êtes reconnu coupable de violation du code d'éthique de la FEDE et ou de la CAF et ou de la FIFA, vous ne devez pas, par conséquent direct, postuler pour intégrer le bureau exécutif. Maintenant, la commission d'éthique, nonobstant cette alerte-là, a fermé les yeux pour valider la candidature de M. Antonio Soiré, transmis le procès verbal à la commission électorale qui a ensuite dévoilé l'identité des candidats qui ont été retenus. Donc on comprend clairement que, parce qu'il se dit même que le président Tam aurait menacé M. Koueta, président de la commission électorale, que si toutefois il changeait ne serait-ce qu'une virgule ou un point du contenu du procès qu'il lui avait transmis, il tirerait toutes les conséquences de sa démarche. Et aujourd'hui, on comprend clairement que la commission d'éthique elle-même s'est rendue coupable de beaucoup de manquements qui ont éclaboussé tout le processus-là. Et les deux commissions électorales et électorales de recours et la commission d'éthique, je pense qu'elles ont tous merdé. Merci beaucoup, Paul, en tout cas, pour les précisions ce matin. Merci, l'ami. Vous êtes chez les GG sur Radio Espace. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Tous les matins sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant sur cette antenne, mesdames et messieurs. Alors, je le disais tantôt, le cadre permanent du dialogue politique et social se met progressivement en place. Les acteurs sociaux et politiques ont appris, comme tout le monde d'ailleurs, le week-end dernier, la nomination d'un secrétaire permanent. Les consultations n'ont pas encore démarré, mais les attentes sont nombreuses. Il s'agit, entre autres, de la décrispation des climats politiques, marqué donc par la détention d'un nombre important d'opposants et l'absence de discussion autour du processus électoral de 2018, jusqu'ici non achevé. Et sur le plan social, le gouvernement a annoncé des difficultés majeures pour l'ensemble de la population. Augmentation probable des prix des produits pétroliers. On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec évidemment notre invité, qui n'est autre que M. Sia Kabari. Il est le président du Mouvement populaire démocratique de Guinée. Voilà, on sera avec lui évidemment sous les coups de 10 heures avec les GG. Moussa nous a rejoint. Bonjour mon cher Moussa. Bonjour Lamine Girassi. Voilà. Bonjour. Daoud Mohamed. Bonjour. Allez, bonjour à tous. On en parle ce matin. Saisie donc de la cocaïne, l'enquête au point mort. Oui, effectivement, l'enquête au point mort et on a eu à s'intéresser à un certain nombre de cas, mais particulièrement le cas d'un certain Mamadi Kaba. Vous savez, la dernière fois, je parlais de sa situation. Affirmatif. Et il s'est retrouvé à un moment, à un niveau, au mauvais moment et au mauvais endroit. Ouais. Et d'abord, il faut rappeler que Mamadi, depuis 2017, il est le directeur général de l'Institut national des jeunes et sport en Guinée. Et lors d'un de ses séjours, parce qu'il a passé plus de 15 ans dans le basketball en France et aux États-Unis, lors d'un de ses séjours en Europe, il a rencontré des hommes d'affaires, des jeunes, des hommes d'affaires qui voulaient investir en Guinée. Ça, c'était en 2017. Alors, il échange un peu avec eux, et ils veulent venir investir en République de Guinée. Ouais. Et il leur a dit, bon, je suis guinéen, je suis installé en Guinée et je souhaite bien avoir aussi des investisseurs qui viennent travailler dans mon pays, dans l'intérêt de mon pays, mais aussi de la population guinéenne. Alors, ils s'entendent pour leur arrivée en Guinée. Ils viennent effectivement
il devait s'investir dans la pêche industrielle. Oui. Il rentre en Guinée. D'abord, ils envoient une première équipe qui vient pour savoir comment le terrain est. Et parce que Mamadi Kaba leur avait promis de leur trouver la licence de pêche industrielle en Guinée. Oui. Mais entre-temps, et avec les voyages, les va-et-vient, ça a coïncidé aux élections présidentielles. Et puisqu'on ne savait pas encore qui était ministre de la pêche, il fallait attendre qu'un ministre soit installé, soit nommé pour que les démarches effectives, je vais dire, commencent auprès de ce ministre pour permettre maintenant d'obtenir la licence. Il leur a trouvé une villa du côté de Nongo. La villa étant trouvée, ils ont envoyé deux de leurs jeunes pour toujours l'étude de terrain. Pendant cette étude de terrain, ils étaient dans la villa de Nongo, que Mamadi Kaba a trouvé pour eux. Et ils étaient là, tout se passait bien. C'est entre-temps ces jeunes qui sont venus à travers d'autres amis qui leur ont promis, qui leur ont demandé de réceptionner un colis pour eux. Le colis devait venir en Guinée. Eux, ils devaient réceptionner le colis, garder le colis pour une semaine. Ils devaient passer récupérer le colis. Le colis est effectivement rentré et le colis a été stocké à Nongo. Mamadi Kaba, puisqu'il n'est pas informé de l'arrivée du colis, parce que ces jeunes ne l'ont pas informé, encore moins ces jeunes qui sont à la maison. C'est pendant ce temps qu'il y a eu des soupçons sur la nature du colis. Le colis, ils ont trouvé d'autres jeunes, pas ceux qui ont réceptionné le colis, mais qui sont à la maison. Les jeunes qui sont à la maison, qui assurent la sécurité à la maison, qui ont soupçonné la nature du colis, qui ont trouvé que le colis était un colis illicite. Et là où il y a un peu le flou dans cette affaire, c'est que ceux qui ont alerté la gendarmerie, la BAC, ils sont à Nongo. Il y a une BAC de Nongo à Sonfonia, de Nongo à Lambanya, à Kaporo. Il y a partout des brigades de BAC qui sont installées. Mais ils ont choisi la BAC numéro 10 de Sonfonia. Une première question: pourquoi sauter toutes les BAC de Nongo à Sonfonia? Ça a amené à se poser des questions. Et Mamadi Kaba, qui était parti maintenant pour savoir comment les choses se passaient, et puisque la villa, c'est par son entremise que la villa a été trouvée, a été louée. Donc c'est ainsi, lui maintenant, dans les recherches de savoir ce qui s'est passé, c'est ainsi il a reçu le coup de fil de Fabou, de la DPJ, parce que les arrestations avaient déjà commencé, parce que c'est à travers les deux blancs qui n'ont pas pu être trouvés rapidement et qui par fini ont échappé. Et les jeunes Guinéens qui ont signalé le cas de la présence des vigiles qui étaient à la villa. Les vigiles qui étaient là, et étant déjà arrêtés, Mamadi Kaba, son nom a été cité. Et je rappelle encore qu'il est le directeur, depuis 2017, directeur général de l'Institut national de jeunesse et sport. Comme pour dire que si soupçon il doit y avoir, on peut bien faire avec beaucoup d'attention. Maintenant, il a été appelé. Sans résister, il s'est présenté parce que, sachant bien qu'il ne Après l'appel de Fabou. Après l'appel de Fabou, ne se reprochant vraiment de rien, il s'est présenté. Et lorsqu'il a été présenté, plus de possibilités pour lui de quitter là. Mais à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de la prison, des informations que nous recevons, il y a eu une cabale qui a été montée. Et pour le mettre dans le guet-apens, pour le mettre dans le coup, alors qu'il n'y était pour rien. Et aujourd'hui, des informations qu'on a de la prison, c'est que des policiers, des gendarmes qui ont été impliqués dans la substitution de ces stupéfiants sont en train de confesser aujourd'hui comment les choses se sont passées pour que Mamadi Kaba se retrouve dans cette affaire et qu'il soit accusé aujourd'hui et détenu en prison sans qu'il ne soit responsable de quoi que ce soit. Ce qui est étonnant d'ailleurs, hein, le directeur l'appelle, je parle de Fabou, vous vous présentez, après à la fin on vous met aux arrêts sans convocation. Sans convocation, on vous met aux arrêts et on vous conduit en prison. Extraordinaire. On vous conduit en prison. Et maintenant le problème aujourd'hui, Mamadi Kaba se trouve aujourd'hui parce qu'il est diabétique. Il est diabétique, on ne lui permet plus de prendre ses produits parce que de temps à autre, il va en prison.
Voilà, et on ne lui permet plus de prendre ses produits. Il est en prison là. Et même pour l'admettre dans une clinique pour des contrôles momentanés, cela ne se passe plus. Et de l'autre côté, parce qu'on a eu la chance, j'ai eu la chance de rencontrer également sa vieille maman qui est aussi très vieille, qui est malade, qui est couchée. Le seul support qu'elle a, c'est Mamadi Kaba. Mamadi Kaba est en prison pour des faits. Mais que disent ces gendarmes et ces policiers justement? Parce que quand tu me dis les langues se délient forcément à dire qu'il s'est retrouvé au mauvais moment, mais c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qui justifie que les policiers le prennent tout de suite? Est-ce que vous êtes rapproché un petit peu du côté de Fabou pour essayer de comprendre le pourquoi l'arrêter tout de suite? Vous savez, de ce côté, il est difficile. Je comprends, oui, c'est le secret d'instruction. Voilà, c'est le secret d'instruction. Lorsque vous posez des questions, tout de suite on vous dit le dossier est en instruction, on ne peut rien vous dire. Et référez-vous aux avocats, et même les avocats parfois. J'ai rencontré un des avocats de Mamadi Kaba, la dernière fois c'était à Dixine. Je l'ai rencontré et il me dit qu'eux-mêmes ils sont en train de tourner, mais ils ne comprennent vraiment pas grand-chose dans cette affaire parce qu'on ne leur dit pas effectivement de quoi reproche-t-on à Mamadi Kaba. Donc il est aujourd'hui détenu et il ne sait pas pourquoi, parce que derrière peut-être étant un homme d'affaires, peut-être par jalousie pour certains, ou parce que simplement c'est lui qui a trouvé cette villa pour eux, sans même savoir derrière quelle autre affaire ses partenaires devaient faire. Parce que lui, il s'est engagé avec eux pour investir dans la pêche industrielle. Bien. Donc s'il y a autre chose, il y a des colis illicites qui viennent, et il n'a jamais été informé de tout cela parce qu'il n'habite même pas là. Bien. Voilà, donc cette enquête à suivre évidemment avec les GG. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Tous les matins aussi sur Espace TV, mon cher Moïse, on a écouté l'enquête de notre ami Mohamed Daouda Kamara. Oui. Daouda Mohamed Kamara, voilà, c'est bien cela. Voilà. Non, c'est la même chose. Okay. On peut même l'appeler Mamadi. Vous savez, Mamadi. Comment Ça, c'est une info. C'est une info. Ça, c'est une info Diaby. Okay. Son prophète s'appelle Mamadi. Bien. Et l'islam, c'est C'est Mohamed. Djara Kolobaya. Ok. Alors, puisqu'il s'agit de Mamadi Kaba, il va falloir juste rappeler ce qu'il aurait dit lorsqu'on l'a extrait momentanément de la prison. Tu peux approcher le micro comme ça, tu caresses bien quoi. Vas-y comme ça. Je caresse de ton côté. Comme ça. Comme ça. Voilà. C'est plus simple. Je te connais chose. Allez-y mon cher Moussa. Des envolées nocturnes. Voilà. Alors, je rappelle que lorsqu'il a été momentanément extrait de la maison centrale, il s'est confié donc aux responsables de la commission rogatoire qui avait donc en charge l'enquête et tout, qui devait entendre les différentes personnes. Alors, des faits qu'il a pu déclarer, il aurait dit donc qu'il a loué cette villa par le biais de son jeune frère. Issa Kaba, je rappelle, qui a été pris depuis un certain moment du côté du Mali et qui est également actuellement en prison. Je parlerai de lui un peu plus tard auprès donc d'une jeune dame qu'il a nommée Sako, donc auprès de laquelle il a loué la villa, qu'il a fait occuper donc par son jeune frère Issa Kaba et deux expatriés blancs de nationalité serbo-espagnole qu'il a connu en France à travers un certain Alain Sommier. Donc il dit que c'était pour l'installation d'une pêche industrielle et qu'il s'était engagé donc à lui trouver une licence comme l'a souligné Daouda. Il indique aussi que son jeune frère Issa Kaba lui aurait rapporté que la saisie dans la villa porterait sur 21 sacs de drogue contenant 25 plaquettes, ce qui totalise 525 plaquettes de cocaïne. Donc ensuite, qu'au retour à leur base, les agents de la BAC 10 auraient donc débarqué 16 sacs de cocaïne en laissant 5 dans leur pick-up. Il a déclaré également que pour la libération du blanc, Issa Kaba aurait versé la somme de $3,000 au coordinateur de la BAC 10 et aurait négocié à $100,000 pour récupérer toute la quantité de drogue qui a été donc saisie dans la villa. Donc s'agissant du bateau vedette, Mamadi Kaba aurait déclaré donc l'avoir acheté auprès d'un Libanais dont j'ai parlé ici tantôt à hauteur de 180 000 euros. Interrogé sur l'origine de ces fonds, il a déclaré que ces fonds proviendraient de ses activités d'anciens basketteurs professionnels en France, mais aussi
aux États-Unis. Donc, il faut aussi rappeler que le monsieur, le blanc, l'un des blancs, d'ailleurs les deux, ils sont aujourd'hui avec les enquêtes qui se sont les Européens menées, ils sont rentrés chez eux. Ils sont déjà chez eux. Et carrément. Oui, ils sont déjà chez eux. Parce que entre-temps, c'est les Français, c'est les Espagnols? Non, ce sont des Serbes, ce sont pas des Espagnols comme tels. Ouais. Et entre-temps, il y a l'Interpol qui s'est intéressé au dossier parce qu'au regard de toutes les des ficelles qui sont tirées de part et d'autre et de la sensibilité de ce dossier, il a donc Interpol a cru devoir donc venir en Guinée pour travailler sur le terrain et voir comment est-ce qu'il pouvait épauler donc la commission rogatoire, ceux qui sont à la tête de l'enquête, à mener à bien cette enquête et à aboutir à la vérité. Parce que l'essentiel, c'est de savoir tous les complices qui sont dans ce dossier, quels sont ceux qui sont responsables et ceux qui avaient intérêt à ce que autant de quantités de drogue proviennent de l'étranger et résident et soient déversées donc sur le territoire guinéen. Donc, et à ce jour, la question à laquelle j'ai pas encore eu de réponse, c'est comment est-ce que des expatriés qui sont venus de l'étranger, donc qui ont séjourné ici, qui sont allés dans un hôtel, non pas des moindres, du côté de Kaloum, qui sont passés partout, on n'a pas été inquiétés, voilà, je comprends. Ouais. On n'a pas même pas pu avoir la copie de leur passeport. Parce que normalement, les hôtels, quand même, on demande la copie de passeport. Oui, comme je l'ai rappelé ici, chaque semaine, effectivement, les services de renseignement qui s'occupent de la sécurité et de la sûreté du territoire, chaque semaine, les hôtels sont obligés de leur verser, de leur fournir un peu le mouvement. Souvent, les réceptionnistes, même dans les hôtels, c'est des services de renseignement. Parce que la réceptionniste aurait été, selon ce qu'on a pu comprendre, elle aurait été la mine, c'est important de le dire. Elle aurait été une jeune stagiaire, mais en même temps, il a mentionné qu'elle a reçu, comment on appelle, un coup de fil. Quelqu'un de haut placé lui aurait dit, ce sont mes hommes, tu peux les laisser. Donc elle aussi, elle a donc obéi et sur cette haute personnalité, les langues ont du mal à se délier. Voilà. Donc je pense que là encore également il y a anguille sous roche. Maintenant, Mamadi Kaba a des problèmes de santé certes, mais Issa Kaba, son jeune frère, est aussi gravement diabétique, gravement, de telle sorte que il a du mal à s'exprimer et puis le juge aurait trouvé le moyen de faire parvenir à la maison centrale un document afin que Issa Kaba puisse aller bénéficier de quelques soins de santé. Il faut de l'insuline, c'est tout. Pas seulement de l'insuline, parce que quand tu ne le prends pas de façon régulière, tu finis par avoir d'autres pathologies. Donc c'est ce que lui, il a fini par développer. Donc je trouve qu'on est en train de faire perdurer l'enquête. Un travail conséquent a été mené par le ministère rattaché à la présidence, donc, que Tchèque gère à travers donc, la direction des informations, des renseignements narcotiques et financiers. Le travail sérieux a été mêlé. Vous avez vu toutes les contraintes auxquelles ils ont fait face parce qu'il fallait quand même interroger de haut gradé, il fallait entendre de haut gradé et autres, et ce n'était pas donné dans notre pays. Quand vous avez pour une telle enquête la BAC 10 qu'il va falloir entendre, le chef d'escadron Amadou Sané qui a été entendu, le commandant de la BAC 10, donc les adjoints qui ont également été entendus, Bangali Kamara, Benga et autres. Vous avez la coordination des BAC, donc au sommet, qui a été également entendu, le lieutenant-colonel Idrissa Kamara, coordinateur général des BAC. Vous avez le lieutenant-colonel de gendarmerie, Bakari Keita. Donc vous avez également le commissariat central et jusqu'au niveau même de celui qui porte la parole de la police, parce que lui, Mouri, comment il s'appelle Mouri, j'oublie son nom de famille, qui souvent porte la parole de la police. Lui également, il a été entendu, Mouri Kaba. Donc il a, parce que simplement, le jour de la présentation des 100 plaquettes, il n'a fait que jouer son rôle. C'est à lui, on a donné la parole pour qu'il puisse présenter les 100 plaquettes. Il n'a fait que présenter ces 100 plaquettes-là. Donc, mais il a été entendu parce qu'il s'agissait du même dossier. Donc, à ce jour, un tel travail est mené avec tous les risques qui ont été encourus par la commission rogatoire, par le service des renseignements narcotiques et financiers, et l'enquête est là, fermée. J'ai pensé quand même que l'international s'était intéressé à cette enquête. L'international ne jugera pas de ce dossier. Mais non, je suis parfaitement d'accord. C'est la Guinée qui doit juger de ce dossier-là. C'est la Guinée qui doit faire, qui doit discerner, qui doit nous permettre de démêler le vrai du faux dans ce dossier. Ceux qui sont coupables, qu'ils soient reconnus comme tels, ceux qui sont innocents, qu'ils puissent être lavés complètement, que leur dignité soit lavée et qu'ils puissent sortir de prison. Mais à ce jour, la mine,
Les grandes gueules. Une tactique que je connais bien en Guinée. Ouais. Un dossier, lorsqu'il est chaud, on laisse couler le temps. Ouais. On laisse couler le temps de telle sorte que l'opinion s'en souvienne plus. Ouais. De telle sorte qu'on puisse oublier le dossier et petit à petit, on fait sortir, Ouais. on fait sortir, on fait sortir. Oui, parce qu'il y a on des, dit, bon, il y ça a a été. d'énormes complicités. Et après, on dira il y a eu un non-lieu. Ouais. Pour un tel travail qui a été mené, pour tous les risques qui ont été pris, je pense qu'il faut quand même permettre à ce que la justice puisse être dite dans ce dossier et que des responsabilités soient situées. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez-y, Diba. Oui, justement, par rapport à la question, l'autre fois, on le disait dans ce studio, on se demandait, mais où en sommes-nous avec le dossier? Parce qu'à un moment donné, moi, j'avais dit qu'il y a eu des personnalités qui ont incité dans cette situation. Il y a eu beaucoup d'implications de part et d'autre, sans compter l'enquête de Moussa Moïsila, parce que le journaliste est un lanceur d'alerte. Lorsqu'il fait un tel travail et que le procureur lui-même aille au-delà, il faudrait que pour la sécurité, non seulement des zones de médias qui s'intéressent au dossier, mais aussi pour la sécurité du pays lui-même, parce que qui parle au gilet de drogue, ce sont des ramifications. Ces personnes, malheureusement, on n'a pas mis main sur eux, comment ils sont sortis du pays. Jusqu'à présent, la question reste en suspens. Maintenant, je pense qu'il faut pousser les choses plus loin, parce que sinon, après, la Guinée, vous avez vu aujourd'hui le Sénégal, la Côte d'Ivoire sur le même dossier, ont pris de l'avance sur la Guinée, parce qu'aujourd'hui, là, il y a un procès qui est en cours, il y a des arrestations qui sont en train d'être faites, et en Guinée, malgré quelques arrestations qu'on a connues ici, jusque-là, certaines personnes qui ont été citées, parce qu'on dit que ce sont les menus frétins qui ont payé les frais, il y a des personnes aujourd'hui. Les gros bonnets sont protégés. Ils sont évidemment, parce que ce serait intéressant quand même qu'on sache un petit peu l'identité de ces personnes. Surtout de cette personnalité qui a appelé à l'hôtel à dire ce sont mes gars, il faut laisser passer, circuler, il n'y a rien à faire. C'est vrai qu'il y a des noms, les grandes gueules. À l'antenne, le temps de pouvoir un peu recouper tout, parce que après, je pense que ça peut défrayer la chronique. Maintenant, il faudrait qu'on arrête de protéger les personnes qui sont citées dans cette situation. Parce que sur le plan international, aujourd'hui, les institutions estiment que lorsque des pays tels que la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal deviennent des destinations avec de telles quantités, ça veut dire qu'à l'interne, il y a des gros bonnets qui sont impliqués dans ce dossier. Malheureusement. Allez-y, mon cher Ahmed. Non, mais cette histoire, elle est rocambolesque. En fait, on parlait justement de l'hôtel. Effectivement, il y a une jeune stagiaire qui a eu flippé un soir parce qu'un gros bonnet a appelé pour dire ce sont mes gars, laisse-le passer. Mais on a l'impression en fait que comme dit Moussa, c'est vraiment on connaît ça en Guinée. C'est-à-dire c'est une enquête où chacun essaye de tirer son épingle du jeu. Alors tu as ceux qui essayent de faire chanter ceux dont on a cité les noms pour récolter un maximum d'argent. Tu as ceux qui profitent de la situation pour régler des comptes personnels, parce que ça aussi en Guinée on est spécialiste de ça. Et il faut quand même reconnaître que l'équipe de Kéboro, en tous les cas, moi je suis pas fan des méthodes de Kéboro souvent, mais pour une fois, ils ont fait une enquête sérieuse où on sait qu'il y a des protagonistes qui sont coupables, etc. En ce qui concerne les deux cabas, moi je t'ai entendu parler de Fabou. Je ne pense pas que Fabou soit à l'origine de l'arrestation de ces gens et des enfermements, parce qu'il pour enfermer les gens. C'est lui qui l'a appelé. Oui, non, attends, pour enfermer des gens en Guinée, il faut quand même l'avis d'un juge d'instruction. C'est ce que je dis. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, normalement. Oui. Alors il faudrait, je pense quand même Fabou respectueux de ce genre de règles. À mon avis, pour les enfermer, il a dû avoir l'aval ou l'autorisation du juge d'instruction. Cela étant, il est vrai, je suis d'accord avec toi. Sauf qu'il n'a jamais été convoqué. Non, on est d'accord. Voilà. Non, je rétablissais juste cet équilibre-là, comment dirais-je, juridique. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Il faut à un moment donné que si ces gens-là sont et apparemment ils ont l'air, d'après ce qu'on entend à droite et à gauche et d'après ce que vous dites sur le plateau, ils ont l'air d'avoir été malheureusement embringués dans une histoire qui les dépasse, dans laquelle ils n'ont strictement rien à voir. Et c'est vrai qu'il serait temps quand même que la justice se penche sur leur cas parce qu'ils sont malades et que au moins on leur si ce n'est leur accorder la liberté et qu'ils veulent attendre le procès, il y a quand même un système qui s'appelle la liberté provisoire. Voilà, qu'on leur donne, qu'on leur accorde une liberté provisoire pour qu'ils puissent se soigner et avec interdiction de quitter le territoire. C'est un geste humain que la justice gagnerait à faire. Ouais, bien dit. Ahmed Kourouma, voilà, allez-y, Mafoudi Abangour. On a l'impression de vivre un petit peu les années d'Addis, entre autres. Effectivement, bon, c'était un moment. Après, comme Moïse le rappelait, la tension a baissé, on n'en parle plus. Et évidemment, ce sont des portes ouvertes pour laisser le dossier. Mais la première des choses sur laquelle je veux revenir, c'est lié à la santé souvent des détenus. Même le plus grand criminel du monde a des droits en prison. Je pense que dans un dossier comme ça, pour le moment, c'est assez compliqué parce que lorsqu'il y a des arrestations, il y a des personnes qu'on arrête qui sont réellement coupables, d'autres peuvent ne pas être coupables. C'est à la justice justement de trancher, de dire qui est coupable ou pas. Il peut y avoir des victimes collatérales. Mais en même temps, qui que ça soit, lorsque vous avez des personnes qui sont
malades que vous détenez, la première des choses déjà, c'est de garantir que ces personnes, même en prison, puissent bien manger, puissent bien dormir, puissent bénéficier des soins. Ouais. On ne peut pas admettre... C'est le minimum en fait. Ouais. Et je pense que c'est récurrent aujourd'hui en Guinée. On prend seulement les gens, on les enferme et puis on ne veille pas à tout ceci. Là, c'est l'État qui se rend coupable de la violation des droits des Guinéens. Et c'est quelque chose à laquelle il va falloir vraiment mettre fin. Bien. Maintenant, quant à la suite du procès, on ne cessera jamais de le rappeler. Quand il y a un tel problème, c'est une chaîne. Il y a des militaires ou des policiers qui arrêtent. Il y a la justice qui doit pouvoir faire son travail. Des gens ont été arrêtés, des Guinéens. Il revient aujourd'hui à la justice de pouvoir trancher. Maintenant, où en est-on avec le président qui au début avait manifesté toute sa volonté? Même récemment, même la semaine dernière. Voilà. Mais voilà. Alors, quand on a parlé de drogue ici. Cette volonté doit se matérialiser par une pression. Ça ne devrait pas être le cas, mais par une pression, parce qu'on est passé par cette pression pour mettre en place une commission ad hoc pour aller vite dans les enquêtes et autres. Alors qu'il y a encore cette pression pour que la justice fasse son travail, qu'on identifie les coupables. C'est bien dommage de savoir qu'on a laissé filer des étrangers qui sont actuellement en train de faire ce qu'ils veulent chez eux. Pourtant, ce sont des choses qui ne passent pas sans. Il ne peut pas partir comme ça, en tout cas. Si la complicité du côté de l'aéroport, enfin bref, c'est une chaîne, tu l'as dit. Voilà. C'est passé par le port. Après, je pense que s'ils passent pas par le port. Et selon les informations qu'on a reçues, voilà, ils ont été aidés. Je crois, on l'a même dit dans ce studio. Donc il faut aller vers cette justice, mais si on ne le fait pas, le risque effectivement c'est que dans quelques mois, parce qu'on commence déjà à oublier, on en parle moins, que les personnes rejoignent leur maison tranquillement. Bien. Et que peut-être pour garder un peu l'opinion à l'haleine, on garde ceux qui sont moins concernés, et ça c'est pourquoi on finit jamais avec ce genre de problème. Voilà, continuez à réagir mesdames et messieurs. On va revenir à 10h. Notre invité ce matin, la Guinée face à la crise socio-politique. La lecture de Sia Kabari, évidemment, il sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Je m'occuperai également aussi de vos SMS. Allez, on revient à 10h. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV.